La République démocratique du Congo a récemment reçu la visite des deux éminentes personnalités, Jim Yong-King et Ban Ki-moon, respectivement président de la Banque mondiale et secrétaire général des Nations Unies. Sur ce plateau, Eustache Wayoro, il est directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et la République du Congo. Bonsoir, Monsieur Eustache. Bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, la visite en République démocratique du Congo de Jim Yong-King et Ban Ki-moon, est-ce une coïncidence puisque les deux sont compatriotes, étant donné qu'ils sont tous deux Coréens, ou c'est un calendrier bien programmé parce qu'en même temps aussi, ils ont parlé presque le même langage? Je dois dire que c'était une visite historique. C'est pour la première fois qu'un président de la Banque mondiale et le secrétaire général des Nations Unies voyagent ensemble. Je dois dire que c'est un événement historique et la RDC a été le premier pays où cette histoire a commencé. La RDC a été le premier pays où cette histoire a commencé. Lors du passage du président de la Banque mondiale, Laurent Tiendra, qu'il a annoncé un financement élevé à hauteur de 1 milliard de dollars pour la région des Grands Lacs. Beaucoup se posent la question comment va se passer la répartition de ce montant. Je dois d'abord dire que d'ailleurs que la République démocratique du Congo a reçu 1,260 milliard de dollars pour son financement national. Ce financement national a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 9 mai et il s'agit, avec ce financement, d'appuyer un certain nombre de programmes qui sont internes à la RDC. En plus de ces 1,260 milliard de dollars, le président de la Banque mondiale a annoncé ce montant de 1 milliard de dollars qui était un montant pour la République démocratique du Congo et pour les pays de la région du Grand Lac. Et comment justement, quelle est la part de la RDC dans tout ça? Bon, il est difficile de faire une répartition de ce qui va partir du côté de la RDC, mais ce qui est important de retenir, c'est que la RDC aura une part très importante de ce montant. Il s'agit essentiellement de travailler sur des programmes qui vont aider les pays de la région à tirer une situation qui va être positive pour l'ensemble des pays de la région. Nous allons travailler sur les problèmes d'électricité. Comme vous savez, il ne peut pas y avoir de développement dans les pays de la région sans électricité. Les taux d'accès à l'électricité dans la plupart de ces pays sont très faibles. 9% en RDC, 3% au Burundi. Il faut accroître la production d'électricité. Nous allons essentiellement travailler sur les barrages de Ruzizi. Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3. Il faut également des routes pour que les activités économiques se développent. Donc ce programme également va concerner le développement des routes, aussi bien en RDC et la connexion sur les pays voisins et également sur l'intérieur de la RDC. Mais dans tout ce que vous dites, s'il n'y a pas de paix, l'on pense que ces réalisations ne seront pas effectives sur le terrain. Et d'une part, vous avez aussi alloué ces montants à la sécurisation. C'est pour dire que la Banque mondiale comprend bien que pour arrêter la crise dans la région des Grands Lacs, il faut de l'argent ou c'est de l'argent qui pose problème par rapport à cette crise. Mais ce qu'a dit notre président, et donc le fait d'avoir ce voyage historique, c'était de montrer qu'il n'y avait pas de développement sans paix et qu'il n'y avait pas de paix sans développement. L'accord de paix a été signé à Addis Abeba le 24 février et il était important d'accompagner cet accord de paix par des ressources financières pour créer des opportunités économiques pour toutes les populations de cette région qui souffrent depuis des dizaines d'années. Donc le travail que nous allons faire, nous, au niveau de la Banque mondiale, c'est d'accompagner cet accord de paix. Il existe un certain nombre de mécanismes qui vont s'occuper de la question de la sécurité et nous allons apporter un appui en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne le commerce transfrontalier qui est important entre les pays de la région, en ce qui concerne l'agriculture et en ce qui concerne également la situation des populations qui sont déplacées. Vous savez qu'il y a près de 2,6 millions de personnes qui sont déplacées dans la région des Grands Lacs et essentiellement dans l'est de la RDC. C'est à peu près la moitié de la population du site Kivu. Il faut s'occuper de ces personnes et il faut régler les questions qui sont restées pendant très longtemps. Et on a finalement l'impression que lors du passage du président de la Banque mondiale, l'attention était plus focalisée sur les secrétaires généraux des Nations Unies que le président. Comment vous analysez cette manière de voir les choses? Mais disons que nous n'étions pas dans une situation de compétition et c'est la raison pour laquelle le président de la Banque mondiale est venu avec le secrétaire général des Nations Unies pour montrer qu'ensemble, la Banque mondiale et les Nations Unies pouvaient travailler pour faire la différence pour la RDC et pour les pays de la région des Grands Lacs. C'était ça le message le plus important. Je pense que ce message a été entendu et nous sommes tout à fait conscients que nous allons faire des progrès
Il est important que la question de la discussion politique entre les pays des Grands Lacs continue de se mettre en place et nous espérons qu'avec les ressources financières que nous apportons, l'assistance technique que nous allons apporter, vont créer les conditions pour qu'il y ait une paix durable dans cette région, dans l'Est de la RDC et dans cette région des Grands Lacs. En se référant au communiqué de presse nous livré par la Banque mondiale, toujours en rapport avec cette visite, quelque part vous dites, ça c'est le président de la Banque mondiale qui le dit, nous avons déployé des efforts extraordinaires pour mobiliser les 1 milliard de dollars. Pourquoi des efforts extraordinaires? Je ne sais pas si le président l'a dit dans ces termes. Ce qui est important, c'est que la Banque mondiale a montré que la question de l'Est de la RDC était une question importante et qu'il fallait s'occuper de cette question. Et c'est la raison pour laquelle ces deux principales autorités sont arrivées dans ce pays pour passer ce message d'espoir, de dire que la RDC continuera d'être accompagnée dans une situation qui est extrêmement difficile et qu'avec l'effort et la contribution de tous, nous pouvons faire la différence. En ce qui nous concerne, nous, au niveau de la Banque mondiale, nous sommes engagés à faire en sorte que ce milliard de dollars puisse apporter des résultats et qu'il fasse la différence pour les populations de cette région. Est-ce que le système mis en place en République démocratique du Congo vous facilite toujours la tâche par rapport à ces financements? Je dois vous dire, contrairement à ce que certains peuvent penser, notre programme en République démocratique du Congo se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes actuellement à un niveau de décaissement de 28%. Qui est de 3 points au-dessus de la moyenne que nous nous sommes fixés. Et nous avons l'intention d'atteindre 30%. Nos projets ont donné des résultats significatifs dans ce pays. Et je pourrais prendre de nombreux exemples. Je prends par exemple la route qui part de Kalemie à Bendera. Sur cette route qui fait 125 km, le coût du transport a été diminué de 400%. Nous avons également soutenu la construction de la route pour aller à Bouta, de Kisangani à Bouta. 324 km. Depuis 20 ans, c'est la première fois que les voitures vont à Bouta. Le ministre des Infrastructures a pu aller à Bouta et revenir à Kisangani. Et sur cette route, figurez-vous, le prix du transport était de 200 $, il est passé à 20 $. Le sac de ciment était à 80 $, il est passé à 25 $. Les choses se font, une différence se fait et nous sommes tout à fait satisfaits de travailler en RDC parce que nous avons en face de nous des autorités qui sont engagées dans le progrès pour ce pays. Et nous sommes dans une condition qui nous permet de continuer d'utiliser nos ressources pour faire la différence pour les populations de ce pays. Par moment, ça, maintenant, il s'agit de vous, Eustache Ouayouro. Vous êtes visible dans les médias, on vous sent très, très remarquable, mais à un certain moment, vous vous retirez un peu. Quels sont les prétextes qui vous poussent à vous rendre visible comme ça? Écoutez, nous ne cherchons pas à faire de la publicité, nous cherchons à travailler. Nous sommes engagés pour le développement de la RDC. Nous avons un gouvernement qui est engagé, nous avons des autorités qui sont engagées. Nous pensons que c'est une opportunité énorme pour la RDC. C'est une fenêtre d'opportunité pour ce pays de faire la différence. Et nous le voyons en ce qui concerne les chiffres macroéconomiques. Nous le voyons en ce qui concerne les financements que le gouvernement met à la disposition des services, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Je dois vous dire, par exemple, que les financements pour l'éducation sont passés de 9% à 11% et cette année, ils vont passer à 13%. Ce sont les financements du gouvernement. Nous sommes engagés pour 150 millions de dollars dans le programme éducatif. Nous avons été désignés comme étant responsables pour la mise en œuvre d'un projet du Fonds mondial pour l'éducation pour 100 millions. Et nous avons dans notre enveloppe de 1,260 milliard à peu près 150 millions de dollars pour l'éducation. Nous sommes également engagés dans l'agriculture parce qu'il faut dire que la pauvreté est un phénomène qui est très répandu en RDC. Il faut corriger ce phénomène. 71% de la population est pauvre. Il faut faire baisser ce niveau de pauvreté. Et nous sommes engagés dans l'agriculture. C'est dans l'agriculture que vivent les populations rurales et c'est là que se trouve la pauvreté. Nous sommes dans la région du Bas-Congo, nous sommes dans l'Équateur. Et nous comptons travailler avec les autres bailleurs de fonds et le gouvernement pour faire la différence pour ce pays. Et qu'est-ce que vous pensez du contrat chinois? Écoutez, le contrat chinois, c'est une réalité. Je pense que les décisions et les discussions ont eu lieu pour essayer de faire que ce contrat soit à la taille et à la dimension qui était conforme aux capacités financières de la RDC. Les choses avancent, nous ne sommes pas responsables. Ça ne vous gêne pas? Écoutez, tout le monde travaille avec la Chine. Je serais mal placé pour vous dire que je suis gêné de voir la Chine travailler en RDC, d'autant plus que la Chine est membre de la Banque mondiale. La Chine est un grand pays. Et d'autant plus que c'est un partenariat gagnant-gagnant pour la RDC. Tout ce que nous souhaitons pour la RDC, c'est de développer des partenariats gagnant-gagnant où la RDC tire le maximum de ses potentialités pour faire la différence pour son peuple. Monsieur Eustache, une dernière question. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ce soir sur notre plateau? Mais je dois dire que je suis très frappé de voir ce studio moderne.
c'est une œuvre privée. C'est la preuve qu'il faut ouvrir les opportunités pour le secteur privé. C'est avec le secteur privé que la RDC va avancer. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied avec les autorités pour créer un climat des affaires qui permet à tous les Congolais de se lancer dans les affaires, qui permettent également aux étrangers de se lancer dans les affaires pour permettre de créer de l'emploi, de créer de la richesse, pour réduire de manière drastique la pauvreté, car ce pays a les ressources pour que la population vive dans de meilleures conditions. Eustache Waoro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie.